Hello, everybody, and welcome back to Neutrality Studies. Today, I'm joined. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Elle a récemment publié un nouvel article, ainsi qu'une série de publications intitulées « Le bunker et le vide. Introduction à un coup d'État silencieux ». C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Alors Nell, bienvenue à nouveau. This is what we want to discuss today. So, Nell, welcome back. Merci, je suis heureux d'être ici. I'm glad that you said yes because you keep. Je suis ravi que vous ayez accepté, car vous continuez à créer de formidables articles sur Substack, où vous essayez généralement d'examiner différentes pièces du puzzle, susceptibles de nous aider à comprendre la mentalité de guerre actuelle que nous observons, surtout en Europe, mais aussi dans l'ensemble du réseau transatlantique. Dans le bunker et le vide, pourriez-vous nous expliquer un peu votre argument principal? Je sais qu'il découle de plusieurs articles que vous avez déjà écrits, mais vous les avez en fait reliés entre eux. Pourriez-vous nous en donner l'essentiel? Oui, c'est un argument complexe. Je dirais que le point principal est que nous sommes actuellement dans une phase de mise en œuvre. Eh bien, commençons ainsi. On dit toujours qu'il n'y a pas de plan, pas de stratégie dans le paysage géopolitique actuel venant spécifiquement de l'Occident. Mais mon argument, c'est qu'il y a bel et bien des plans, des stratégies, des doctrines, et ainsi de suite. La raison pour laquelle nous ne les voyons pas, et la raison pour laquelle nous regardons les actions actuelles en disant « c'est le chaos ». C'est complètement dénué de sens, insensé, chaotique, irrationnel. C'est que nous manquons du cadre qui les sous-tend. Je veux dire, tous ces adjectifs qu'on utilise à tout bout de champ. Tu es en train de dire « Attends une seconde ». Ouais. Yes. So, what is the point? The point is, Oui. we have moved from planning. Alors, towards the domain of the quel est le but? Le but, c'est que nous sommes passés d'une planification qui relevait de la sphère politique, c'est-à-dire des politiciens élus qui avaient, je ne sais pas, leurs plans quinquennaux ou peut-être de 6 ans, quelque chose comme ça, planifiant l'économie, les infrastructures, les programmes sociaux, tout cela. Nous sommes passés de cette sphère de planification à l'intérieur de ce qu'on peut appeler l'entité territoriale qui est un État, un État-nation, à une sphère de planification désormais dominée et mise en œuvre par ce que j'appelle une sécurocratie, bien que d'autres puissent l'appeler l'État profond. Others might call it deep state. It's like the amalgamation or the fusion. C'est comme l'amalgame ou la fusion de différentes entités, par exemple l'OTAN, les institutions supranationales, les groupes de réflexion, les armées des pays membres de l'OTAN et de leurs alliés. Tous se sont véritablement réunis dans un effort coordonné pour mettre en œuvre et réaliser la planification et la stratégie. Ensuite, ces plans sont, disons, transférés ou confiés aux différents États-nations qui n'agissent plus vraiment comme des États-nations, mais plutôt comme, pourrait-on dire, des nœuds territoriaux dans un plan plus vaste, dans une stratégie plus large. Voilà donc le principal argument de mon Pancarento Voice. Je l'aime beaucoup, car ce que vous nous proposez, c'est une sorte d'approche sociologique pour comprendre ce chaos apparent. Mais ce que vous avez ensuite appelé, j'aime bien ce mot d'ailleurs, sécuritocratie, j'ai tendance à l'appeler une bulle épistémique. Un groupe de personnes qui, pour différentes raisons, sont mentalement connectées dans le sens où elles partagent un cadre de référence similaire du monde. Elles coopèrent non pas parce qu'elles sont guidées par une entité centrale quelque part à Davos, mais en se coordonnant entre elles. Et cela conduit ensuite, en aval, à des conséquences très négatives. Au moins, si vous adoptez une approche comme la nôtre, en disant « Regardez, nous devons éviter le conflit », parce que la sécuritocratie repose entièrement sur, eh bien, elle a ses principes, n'est-ce pas? C'est un peu comme une secte, un groupe, une religion partagée. Et certains de leurs principes concernent la dissuasion. Ils ne peuvent pas penser en dehors de la dissuasion. Tout doit être constamment dissuadé.
au lieu de réfléchir à la manière de se faire des amis. N'est-ce pas? À la manière de ne pas avoir d'ennemis. Cela passe complètement à la trappe. Mais pouvez-vous peut-être développer un peu? Vous commencez par l'érosion de la séparation entre le militaire et le civil en Occident. Et comment cela est en réalité l'une des raisons fondamentales pour lesquelles cette sécuritocratie peut aujourd'hui régner sans partage. Oui, oui. C'est donc un point à la fois intéressant et terrifiant, l'érosion des sphères civiles et militaires. Comment pouvons-nous l'expliquer? Encore une fois, commençons par ce concept de planification qui était très courant au XXe siècle, disons des années 1950 aux années 1990, plus ou moins. Eh bien, cela dépend du pays. L'idée, c'est que chaque pays avait ses plans, mais ces plans étaient cause pour ce que j'appelle la planification de l'avenir. Pour dévorer une histoire de la ville soi-disant bien comme elle, et ainsi de suite. Ainsi, désormais, avec ces nouveaux plans de la sécuritocratie, leur objectif n'est pas de planifier l'avenir. Il ne s'agit même pas de tenter de développer leur société de manière positive ou significative. Leur idée ou leur but est plutôt, du moins pour l'instant, de maintenir le statu quo, qu'ils considèrent comme une forme de ce qu'ils appellent une compétition multipolaire, où la compétition n'est pas entendue au sens économique, mais bien au sens militaire. Voilà donc leur objectif, préserver le statu quo. Ainsi, avec leurs plans, ce qu'ils font, c'est supplanter les plans pour l'économie, les programmes sociaux, la santé, les infrastructures, dans le sens où tout, absolument tout, est planifié, construit, créé et mis en œuvre selon le principe fondamental que tout ce qui existe dans la société dans votre pays a une finalité militaire. Tout, de l'être humain lui-même, au chemin de fer, à la rue, à la construction des maisons, à l'éclairage, aux voies navigables, aux trains, à la manière dont les médias fonctionnent, à la façon dont la discussion est cadrée et autorisée, tout est lié à ce plan militaire, car cela repose sur la doctrine selon laquelle il y a désormais la guerre partout, tout le temps, dans toutes les dimensions et tous les domaines, et que l'ensemble de la société, aucune partie de la société n'est épargnée. Peux-tu donner quelques exemples que tu trouves vraiment parlants à ce sujet? Et tu sais, juste pour être clair, cette idée d'une approche globale de la société, je veux dire, ils l'écrivent littéralement dans ces documents, dans ces livres blancs, rédigés par des stratèges militaires issus de groupes de réflexion et, de plus en plus, par des ministères, ce qui est vraiment effrayant. Mais peux-tu me donner quelques exemples auxquels tu penses? Oui, bien sûr. Mon principal exemple est toujours l'Allemagne parce que d'accord, ils font toujours le meilleur travail. Oui, ils sont très ouverts à ce sujet. Donc, ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait, et je le montre aussi dans cet essai, c'est qu'ils ont ce plan qui est classifié, mais dont ils parlent dans les médias. Il s'appelle Operationsplan Deutschland ou Plan opérationnel Allemagne. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. C'est à propos de... Attends, qui a écrit ça? Le plan opérationnel Allemagne, qui l'a publié? Cela vient de l'armée, de la Bundeswehr, l'armée allemande. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, d'accord, ce sont eux les éditeurs et c'est classifié, ce qui signifie qu'aucun de nous n'y a accès. Seules certaines parties de la société, ou disons chaque partie du gouvernement et certaines ONG, car encore une fois c'est une approche de l'ensemble de la société, qui doivent se préparer dans le cadre de ce plan opérationnel, y ont accès, mais pas les autres. Donc oui, la Bundeswehr allemande l'a publié, mais en réalité, cela avait été planifié bien plus tôt. Ce n'est pas comme si ça avait été publié, je crois. Eh bien,
en interne en 2023, mais ce n'était pas une réaction à la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou quoi que ce soit de ce genre. Non, le processus de planification et de rédaction a commencé au moins dès 2017. C'est là que j'en ai la preuve, grâce à une diapositive que j'ai trouvée provenant d'une table ronde des forces armées canadiennes. Et c'était un général de la Bundeswehr qui a fait une présentation là-bas, probablement avec d'autres alliés de l'OTAN, et ainsi de suite. Il leur a montré, enfin, il appartenait en réalité, disons, à l'institution centrale de la Bundeswehr, au sein de l'armée allemande, chargée de la planification de l'avenir, ce qu'on appelle la planification du futur. Encore une fois, ce n'est pas vraiment, enfin, cette planification du futur est absolument cruciale pour la démocratie laïque. Il avait donc ces diapositives où il montrait que nous, l'armée allemande ou l'État allemand, exécuterons essentiellement les ordres de l'OTAN. Nous adapterons nos plans nationaux, nos capacités, tout au plan de l'OTAN. Et il en ira de même pour l'Union européenne. Et il en sera de même pour ses alliés. Et puis, ils ont en fait indiqué dans cette diapositive que l'Allemagne a un rôle spécifique dans ce qu'ils appellent la planification future. Le rôle de l'Allemagne est d'être un centre logistique, ce qui signifie qu'elle doit servir de territoire de transit pour les chars, les armements, les armes, les soldats, et ainsi de suite, vers ce qu'on appelle le flanc oriental, un autre concept actuel de l'OTAN. En gros, la zone de combat proche de la Russie. Et l'idée ne s'arrête pas là. En fait, l'idée est que les armements et les armes en provenance des États-Unis passeront par l'Allemagne. Non seulement depuis les États-Unis, mais aussi d'ailleurs, avant d'être acheminés vers le flanc oriental. Et donc, l'Allemagne doit, enfin d'accord, mettre en œuvre et dire « oui, nous allons le faire » et commencer la construction, ce qu'ils font actuellement. Ainsi, lorsque en 2022 ou 2023, ils ont dit « oh, voici l'Operationsplan Deutschland » dans les médias allemands, ils préparaient en quelque sorte la population à ce qui se passe maintenant. Ces constructions, la rénovation des voies ferrées, des routes, des ponts et ainsi de suite. Et on peut voir dans les actualités qu'ils disent toujours « oh, nous avons construit un nouveau pont » ou autre chose du genre. Mais ce n'est pas vraiment pour les gens, pour leur bénéfice, car ils veulent, par exemple, y faire passer des chars militaires. C'est l'exemple que j'ai le plus étudié en ce moment. C'est complètement insensé. C'est cette approche selon laquelle tout ce que l'on fait à l'échelle nationale doit d'une manière ou d'une autre être relié à la sphère militaire. Et on le voit même dans les discours, n'est-ce pas? On voit comment la mission devient « d'accord, utilisons 5% du PIB pour l'armée ». La seule façon pour l'Allemagne d'y parvenir serait de construire des infrastructures destinées à des usages civils, mais de les abandonner ensuite au profit de cette planification militaire. Mais cela va bien plus loin, n'est-ce pas? Parce que les personnes qui nous ont imposé cette approche de mobilisation de toute la société nous ont aussi apporté des concepts comme la guerre cognitive. Et le champ de bataille ne se limite pas au flanc est, enfin, au front oriental. On ne l'appelle pas le front de l'Est, car cela évoquerait des associations négatives avec le passé, ce qu'ils veulent explicitement éviter. Donc ce n'est pas seulement le front physique, c'est aussi le front mental. C'est l'ennemi intérieur. Toute la société est un champ de bataille. Et ces gens de l'OTAN, à un moment donné, je montrerai cette vidéo, pas cette fois mais une autre, le présentent ainsi. C'est comme si tout était désormais un champ de bataille. Peux-tu en parler un peu? Oui, exactement. Ce n'est pas seulement le monde matériel, l'infrastructure physique et ainsi de suite, c'est aussi l'esprit. Et ce n'est pas seulement l'esprit, c'est aussi l'être humain. Ce n'est pas seulement l'individu, mais la société et les communautés.
Ainsi, tout devient un champ de bataille. Ce que cela signifie, et ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce qu'il y a de si insidieux là-dedans, c'est la manière dont même le langage qu'ils utilisent se diffuse à travers les médias, le monde universitaire, et ainsi de suite. C'est une sorte de langage clinique. Ainsi, lorsque nous parlons de la société comme d'un champ de bataille, nous ne parlons plus de discussion avec l'opposition ou de quoi que ce soit de ce genre. À la place, il s'agit de savoir comment contenir ou expulser ce qui est perçu comme un facteur de déstabilisation, même quelque chose considéré comme nuisible à la cohésion de la société. Et ensuite, on ne peut pas, ou plutôt le but, l'idée derrière tout cela, c'est qu'on ne peut pas s'y opposer. C'est présenté comme objectif, ça semble scientifique. On peut dire, oh, cette personne ou cette organisation, ou peu importe, déstabilise la société. Et en ce moment, nous sommes dans une sorte de guerre, une sorte de paix, une zone grise. Nous ne pouvons pas avoir de facteur de déstabilisation. Donc nous devons exclure la personne, l'organisation, l'institution, etc. de la société. C'est absolument dangereux car ce qu'ils font aussi, c'est réduire l'espace pour trouver d'autres solutions. Il n'y a tout simplement plus d'espace pour parler ou réfléchir à des solutions. Il n'y a que la création de ce qu'on pourrait appeler un couloir d'opinion. Et ensuite, il n'y a plus d'issue, pourrait-on dire. Pas de sortie, pas de retour en arrière. Et l'autre chose, c'est que les gens ne j'en rendent probablement même pas compte. Oui, c'est un processus lent et c'est une reformulation et une recontextualisation de notre manière de penser la société, la guerre et la paix, ainsi que l'opposition. Si soudainement l'opposition n'est plus une opposition, mais vous savez, des propagandistes et l'ennemi de l'intérieur, alors naturellement, l'approche envers cette opposition devient quelque chose de complètement différent. Et nous le voyons en ce moment. Comment l'Union européenne utilise des outils de politique étrangère, comme le système de sanctions, pour cibler l'ennemi de l'intérieur, Jacques Brault et d'autres. Des individus qui sont visés non pas pour un crime qu'ils auraient commis, mais parce qu'ils sont perçus comme un facteur de déstabilisation, n'est-ce pas? Et l'un des points ici, cependant, est le suivant. Pensez-vous que ces personnes agissent ainsi consciemment, en sachant ce qu'elles font, ou pensez-vous qu'il s'agit plutôt d'un cadre mental dans lequel elles se sont enfermées au fil de nombreuses années? Parce que si vous dites qu'on peut déjà trouver cette planification en 2017, il semble que ce soit une sorte de même mental progressif qui s'est établi, et à l'intérieur duquel ces personnes raisonnent désormais. Oui, alors est-ce que c'est conscient? Je dirais que pour certains, cela peut l'être. Je dirais que certains, surtout ceux qui se trouvent, disons, dans la section de planification de la guerre cognitive ou du domaine humain, c'est probablement conscient, ils le savent. Mais pour tous les autres, peut-être. La façon dont j'aime le voir, ce n'est pas tant une question de cadre cognitif. J'appelle cela un cadre d'orientation. Quelque chose qui guide les actions d'un groupe social. Tout le monde en a un parce que tout le monde fait partie d'un groupe. Donc, oui, c'est quelque chose que nous avons inconsciemment et à partir duquel nous agissons. Et parfois, cela se manifeste dans le langage que nous utilisons. Par exemple, si toi et moi parlons du coup d'État du Maïdan de 2014, nous révélons très vite que nous avons un cadre de référence particulier, tandis que les personnes qui parlent de la révolution de la dignité du Maïdan utilisent un autre cadre, n'est-ce pas? C'est donc ce type de cadre cognitif dont nous parlons.
More or less. Yes. It's there. Plus ou moins, But it's also oui, like, c'est bien cela. Mais c'est aussi d'une manière très simple, la même chose que pour n'importe quelle profession. Chacune a son propre cadre d'orientation. Alors, comment cela se produit-il? Cela se développe historiquement. Plus un groupe reproduit et utilise les mêmes schémas, la même façon de penser, plus il les intègre sans y réfléchir consciemment. Mais je dirais que dans le cas des groupes dont nous parlons, non seulement la technocratie, mais aussi les élites transatlantiques au sens classique, comme les politiciens, les PDG et certains banquiers, ils en ont une certaine conscience. Surtout ceux issus de vieilles fortunes, pourrait-on dire, car ils possèdent une sorte de mémoire historique. Contrairement aux gens ordinaires, disons, ils peuvent transmettre leur mémoire historique à travers leur famille, d'où ils viennent, voire par des livres, des articles, des photos et tout ce qui remonte loin dans l'histoire que beaucoup de gens ne peuvent pas se rappeler. Et depuis cette époque lointaine, je veux dire, je ne sais pas si je devrais aller jusque-là, mais le point essentiel est le suivant. C'est là que ce cadre d'orientation a été élaboré parce qu'il a permis aux élites, appelons-les les couches dirigeantes, de créer une vision du monde et une idéologie qui leur permettait de justifier le fonctionnement de leur société, leurs croyances, leur position au sommet, pour ainsi dire, mais aussi leur place dans le monde. Their place at the top, so to speak, but also their place in the world. So that's the deep background. Now, if we go further C'est donc le fond du problème. time into the future or to now, Maintenant, si l'on avance dans le temps, vers le futur ou jusqu'à aujourd'hui, what we are seeing now is je dirais que ce que l'on observe, c'est en réalité la radicalisation de ce cadre. in Oui, such a manner that d'une manière telle que tout se résume à une opposition entre ennemis et amis. not friend, Nous sommes les gens bien, et à l'extérieur se trouvent les méchants. and outside the Et ils essayent de diffuser cela dans la société aussi, mais de façon insidieuse et they try silencieuse. to also, La question est donc, spread it into en society. sont-ils réellement conscients ou non? Insidiously and silently. Je dirais que certains le sont et d'autres non. Cela dépend du groupe social précis au sein de cet ensemble plus large, que l'on pourrait appeler par exemple les élites transatlantiques. Which you could call the transatlantic elites, for example. So some part of the transatlantic elites are probably Ainsi, certaines parties des élites transatlantiques sont probablement conscientes des changements qu'elles provoquent, en particulier celles qui y travaillent activement, tandis que d'autres ne se rendent même pas compte qu'elles font partie du club des élites transatlantiques. J'irais même jusqu'à dire qu'un bon nombre d'universitaires appartiennent à ceux qui utilisent ces cadres comme une évidence, comme une manière naturelle d'aborder le grand sujet de notre époque, à savoir comment dissuader la Russie, n'est-ce pas? Et si l'on part de comment dissuader la Russie, on ne sortira évidemment jamais du cadre de la dissuasion. Je veux dire, existe-t-il une autre approche? Non, non. C'est considéré comme acquis. C'est comme dire que le ciel est bleu et que l'eau est mouillée. Une évidence, n'est-ce pas? Donc on part simplement de là. Dans quelle mesure attribuez-vous cela à vous utiliser ce terme de logique de sacralisation, n'est-ce pas? Et en revenant à cette approche presque religieuse de la sécurisation, comment cela fonctionne-t-il selon vous? How does that work in your view? Oui, Yes. c'est assez complexe. Quite Alors, complex. comment cette sacralisation So, fonctionne-t-elle how does it exactement? work? Sacralizing. Can you repeat? Pouvez-vous répéter la question? Désolé, vous avez utilisé le terme logique de sacralisation. Donc, une logique qui rend quelque chose presque sacré, c'est bien ça? Sans. Yeah, Oui, mais je veux dire la understand the question, question. oui, je crois. De quelle manière cela influence-t-il la logique du système dans lequel nous nous trouvons actuellement, la transformation que nous observons? Yes, yes. Well, it impacts it on Oui, different levels. oui. So when Eh bien, it's cela a un level impact à it différents planning niveaux. of the L'un larger d'eux est social bien sûr le niveau de la planning planification, le implementation. grand groupe social qui s'occupe de la planification et de la mise en œuvre. Le déclencheur de cette phase de planification et de mise en œuvre a été que, puisqu'ils possèdent cette logique ou qu'ils opèrent en son sein,
Cela devient pour eux une manière de justifier ou de sacraliser leurs actions dans le monde. Par exemple, à travers des invasions militaires ou d'autres moyens. Puis, avec le développement de ce que nous appelons aujourd'hui les nations des BRICS, donc les pays non alignés en plein essor, ils ont compris qu'ils n'avaient plus le même accès aux ressources et risquaient de perdre leur statut à la fois matériellement et symboliquement dans le monde et au sein de leur propre pays. C'est ce qui a tout déclenché. Et c'est le premier sur la faille, cette logique fonctionne. Appelons cela la logique autonome. Mais elle fonctionne aussi, bien sûr, à l'intérieur des plans eux-mêmes. Un exemple est cette idée de guerre cognitive. Essayer de trouver l'ennemi à l'intérieur, essayer d'attaquer l'ennemi à l'extérieur. Et je veux dire, d'une certaine manière, si l'on adopte cette logique, alors il n'y a tout simplement aucun moyen, si l'on parle de la sphère géopolitique, de négocier, d'utiliser la diplomatie, d'avoir une quelconque forme d'accord réel, d'accords bilatéraux entre nations. Toutes ces choses, le droit international bien sûr aussi, on ne peut tout simplement plus les avoir si l'on fonctionne entièrement selon cette logique. Cela n'a tout simplement plus aucun sens, parce que si on le fait, alors on collabore avec l'ennemi. C'est noir ou blanc, ennemi ou non-ennemi. Oui, parce qu'au fond, tout se résume à ce qui se passe sur le plan psychologique. Le bien contre le mal. Et on ne peut pas négocier avec le mal, n'est-ce pas? On ne peut pas, parce que si on le fait, le mal finira par tout envahir. Donc, dans ce cadre, ce à quoi nous aboutissons n'est rien d'autre que la conclusion logique. Combattre. Nous devons combattre. Et ensuite, la question devient, comment combattons-nous et comment gagnons-nous, n'est-ce pas? La question n'est plus de savoir si nous pouvons l'éviter. Et c'est peut-être l'une des choses qui explique pourquoi aujourd'hui, en Finlande et en Suède, il semble que nous ressentions encore moins de sécurité depuis qu'ils ont rejoint l'OTAN qu'auparavant. Parce qu'il est désormais assez clair pour tout le monde que, oui, il va falloir se battre. Et cela fait très peur. Mais ce processus a pris beaucoup de temps, vraiment longtemps. Et il est aussi en quelque sorte traître dans la manière dont il se produit inconsciemment chez beaucoup de gens. Qu'en pensez-vous? Comment expliquez-vous que nous soyons passés d'un état d'esprit où nous cherchions à construire une société meilleure à un état où nous semblons tous, presque inconsciemment, être d'accord sur ceci? L'hiver arrive. La guerre arrive. Préparons-nous. Oui, je dirais qu'une partie de cela, bien sûr, une partie de ce développement, vient du fait que pendant le soi-disant moment unipolaire des années 1990, les pays occidentaux se sont dit « D'accord, maintenant nous pouvons vraiment mettre en œuvre ce que nous voulions déjà, c'est-à-dire davantage de capitalisme, disons, afin de préserver leur statut dans le monde et dans leur propre pays. » Et cela obéit à une logique auto-entretenue d'accumulation et de sécurisation toujours plus grande. C'était donc dans les années 90. Mais avec le temps, d'autres pays ont résisté, économiquement, notamment sur le plan technologique et dans d'autres domaines similaires, et ont même tenté de nationaliser leurs propres ressources. Tous ces changements, disons, ont rendu les autres plus audacieux. Dans les années 1990 et aussi dans les années 2000, à travers ce processus d'intensification du capitalisme, les sociétés ont en réalité perdu leur cohésion et sont devenues plus individualistes. Et, en un sens, c'est ce qui a permis que cela se produise, ce coup d'État silencieux, comme je l'appelle, parce que les gens ont perdu ou ne se souviennent même plus qu'il fut un temps où un gouvernement pouvait réellement planifier le logement social ou de meilleurs soins de santé ou, je ne sais pas, toutes ces choses qui relèvent de la sphère sociale. Les gens ne s'en souviennent peut-être plus. Ou,
s'ils s'en souviennent, ce qui est un autre point, ils constatent à travers les élections que cela ne change pas. Il y a donc plusieurs niveaux à cela. Et si tout cela se produit en même temps, je veux dire, c'est aussi quelque chose que je souligne dans l'essai, l'idée est en essence de détruire la mémoire historique, de détruire l'idée du bien commun, de la planification sociale, de l'histoire. D'immerger véritablement des sociétés entières dans cette idée que nous sommes en guerre, obsédés par la guerre, quelle qu'elle soit, la guerre hybride. Et si cela se produit, alors, je veux dire dans le contexte des années 1990 et 2000, quand la cohésion sociale s'effritait de plus en plus, je dirais qu'il nous faut probablement une approche un peu plus sociale, ou plutôt sociologique-psychologique, pour comprendre comment exactement les citoyens en sont venus à accepter que il n'y a en fait aucune issue. Je veux dire, en ce moment, par exemple, je suis assez sûre que beaucoup de citoyens en Europe se disent « si j'essaie de voter pour tel ou tel parti, rien ne changera ». Je pense que c'est un sentiment qui existe non seulement aujourd'hui, mais peut-être depuis une dizaine d'années. Et si c'est bien ce sentiment, et si c'est aussi le résultat, alors, je veux dire, c'est là tout le problème. Si le seul niveau de pouvoir dont dispose la société, si l'on exclut sa partie élitiste, si le seul levier de pouvoir, ou si elle perçoit seulement que le levier de pouvoir, ce sont les élections, et que celles-ci ne fonctionnent plus, parce que la planification vient en réalité d'ailleurs et de bien plus loin, alors je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance. Et je veux dire, c'est tout à fait compréhensible. Parce qu'alors la question devient, d'accord, s'il existe un groupe transatlantique, transnational, qui a effectivement mis en place une source de pouvoir et que les autres leviers censés être la démocratie et ainsi de suite ne fonctionnent pas, alors que reste-t-il à faire? Oui, donc tout se résume à cette question. Il y a une phase de planification. Tu dis qu'il y a une planification. Mais on ne voit pas vraiment comment ces plans sont mis en œuvre, parce qu'en réalité, ils le sont juste sous nos yeux. Et cela dure depuis 15 ou 20 ans. Le problème, c'est que si ce train est déjà en marche, peu importe vraiment qui est aux commandes, car nous avançons déjà dans une certaine direction, n'est-ce pas? Et on ne peut pas remplacer tout le moteur et le reste du jour au lendemain simplement en changeant les personnes à la tête, ce qui explique pourquoi on observe une telle continuité dans les efforts. Bien que, je veux dire, il faut reconnaître qu'il existe quelques politiques emblématiques qui pourraient contredire cette idée d'inévitabilité. On peut voir comment, sous Angela Merkel, l'Allemagne s'est accrochée à son projet Nord Stream, n'est-ce pas? Parce que Merkel semblait avoir une compréhension plus multivectorielle des besoins économiques de l'Allemagne. Alors qu'une fois ce projet arrêté, il est désormais écarté pour de bon. Mais cela même était, bien sûr, un objectif d'une partie de la sécuritocratie qui a ensuite pu mettre en œuvre certains aspects clés. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que vous avez raison. Bien sûr, il y a toujours des factions, toujours différents groupes avec des intérêts légèrement différents. Cependant, je dirais par exemple Merkel. Merkel était là avant, un peu avant, pas totalement avant. Je veux dire, elle était présente au début de cette phase de planification. Mais ce n'était que le début, donc je dirais que la véritable phase a été celle de la coordination, car au départ, c'était plutôt, à mon sens, pendant la période 2014, 2015, 2016, 2017. C'était davantage une planification séparée qui était discutée entre les alliés. C'est plus ou moins autour des années 2020 que l'effort coordonné, plus ou moins ouvertement coordonné, de l'OTAN et de tous ses alliés a commencé.
Cela signifie donc que Merkel, oui, elle avait, comme tu le dis, une forme de gouvernance plus multivectorielle, également sur la scène mondiale, parce qu'il existait encore cette ouverture, cette attirance vers celle-ci. Maintenant, c'est intéressant parce que cela signifie, en fait, comme tu le dis, qu'il y avait différentes factions. Mais la question est, y a-t-il encore différentes factions? Et si oui, l'une d'entre elles a-t-elle réellement assez d'influence? Parce qu'à ce qu'il semble aujourd'hui, du moins depuis les années 2020, je ne vois aucune forme de résistance, ou du moins aucune résistance réelle et efficace venant par exemple des pays européens. Alors, et d'autant plus qu'il n'y a pas seulement de la planification, mais désormais de la construction en cours, c'est que peut-on faire? Que peut-on faire? Mais cela montre simplement à quel point ce genre de bulle épistémique et de sécuritocratie ont du mal à changer, parce que les plans sont déjà en cours, n'est-ce pas? La logique qui pousse les choses dans une certaine direction est toujours à l'œuvre. C'est pourquoi il est si ironique, n'est-ce pas, que pour la première fois, une grande puissance, une superpuissance, l'une des trois, menace réellement le territoire de l'Union européenne. Ce ne sont pas les Russes, ce sont les Américains. Ce sont les États-Unis qui disent « Je veux cette terre verte, donne-moi ce terrain ». Et bien sûr, on ne peut pas s'y opposer, car le train va dans l'autre direction. Il faut donc le réintégrer dans le cadre, il faut le rationaliser dans l'approche globale. Et nous voyons bien comment ils peinent à le faire, comment ils essayent d'intégrer cela, parce que changer le plan serait trop douloureux, n'est-ce pas? Eh bien, je dirais que c'est encore plus complexe que cela. Disons qu'en surface, nous voyons une chose. Les actions dans l'ordre géopolitique et le développement au sein du cadre de l'OTAN, les alliés et ainsi de suite. Par exemple, ce sujet du Groenland. Nous voyons la surface. Je dirais que c'est là que cela devient vraiment intéressant car cela fait aussi partie de la stratégie. C'est ainsi que je le perçois. De quelle manière? Eh bien, la sphère politique est la sphère du récit. C'est la sphère de la guerre cognitive, disons. C'est ainsi pour les populations des pays de l'UPP et de l'OTAN, ainsi que pour les dirigeants rivaux d'autres pays. Donc tous ces mouvements qui semblent un peu irrationnels, chaotiques, etc., font partie de ces plans, car ils incluent en réalité cette idée d'ambiguïté stratégique. Cela signifie que nous devons amener l'ennemi à croire de manière crédible que ce que nous faisons est réel. Ainsi, cette affaire du Groenland, je dirais, pourrait être une telle approche. Mais elle vise aussi les pays membres de l'OTAN, dans le sens où l'objectif pourrait être, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais cela pourrait être, d'une part, de montrer aux Européens « Oh, regardez, les États-Unis sont fous, etc. Nous devons nous réarmer. » Et d'autre part, de dire « Très bien, nous allons maintenant envoyer l'OTAN là-bas, nous devons protéger le Groenland, l'Arctique, etc. » Et pour rendre cela aussi crédible que possible, afin que ce soit perçu comme la voie à suivre, et pour le normaliser, bien sûr aussi, et pour que la population américaine dise « Oh, regardez, Trump est un, je ne sais pas, grand leader » ou quelque chose du genre. Cela sert donc plusieurs objectifs. Bon nombre des développements actuels que nous avons observés dans d'autres pays, le Venezuela, l'Iran et ainsi de suite, remplissent ces différentes fonctions qui paraissent chaotiques, mais ne le sont pas. Ou bien c'est un chaos contrôlé, si l'on peut dire, car c'est à la fois d'un côté une guerre cognitive et de l'autre une manière d'affaiblir les ennemis et de trouver une fenêtre stratégique ou un événement signe noir pour peut-être l'emporter. Donc, même si cela semble chaotique sur le plan tactique, il y a une stratégie derrière tout cela. Je veux dire, tu vas dans une direction très similaire à celle que défend Brian Berletic, à savoir que,
malgré tout le battage autour de la rupture entre les États-Unis et l'Europe, malgré la rhétorique et les actes sans précédent, on reste dans la logique générale que l'on retrouve en lisant certains rapports de la RAND Corporation sur la séquence stratégique. L'Europe combat les Russes, pendant que les États-Unis se concentrent ensuite sur la Chine. Et d'une certaine manière, il faut savoir présenter cela. D'une manière ou d'une autre, il faut créer les changements nécessaires pour aller dans cette direction. Ce que nous voyons a été défini il y a déjà un certain temps. Et en réalité, nous sommes dans une phase de mise en œuvre, pas forcément par tromperie manifeste, et pas que tout se déroule toujours selon un plan détaillé. Mais la direction générale reste celle qui a été tracée par l'appareil de sécurité et la communauté de sécurité transatlantique. Globalement, c'est toujours sur la bonne voie. Ce genre d'approche, Yes, exactly. It's like that. Absolutely. I mean, Oui, exactement, c'est comme ça. Absolument. Je veux dire, ces think tanks comme RAND, ils sont, enfin c'est ce que, ou disons-le ainsi, la sécuritocratie est composée de personnes dont les trajectoires professionnelles passent, par exemple, mais pas uniquement par l'armée, puis un think tank, puis peut-être un poste lié à la sécurité dans un pays aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, et ensuite, je ne sais pas, vers un fonds de capital risque ou une entreprise technologique, etc. Voilà le genre de parcours qu'ils ont. Et ensuite, ils rédigent ces documents stratégiques. Et oui, je dirais qu'ils sont comme des pièces de ce puzzle plus vaste déjà mis en place. Ces petits documents stratégiques. En gros, ils disent, d'accord, voici la vulnérabilité, voici ce qu'il faut faire pour que la population y croie. Et ainsi de suite. Oui, en un sens, c'est ce genre d'approche. Il y a déjà des plans en place, pas dans le sens où « oh, ils fonctionnent » ou « oh, ils fonctionneront ». Il ne s'agit même pas de savoir si les plans marchent. C'est plutôt une question de, comment dire, il s'agit d'essayer de simplement piquer l'ennemi, pas le piquer, mais le faire saigner. Et tout le temps, et maintenant encore plus. C'est pour cela qu'on observe une telle intensification du rythme et de la quantité. Pas forcément de la qualité, mais de la quantité. Pour leur faire comprendre, d'accord, nous faisons cela sérieusement. Nous sommes déterminés. Et ils testent toutes sortes de choses. Les lignes rouges, les réactions de leurs rivaux, des stratégies ou tactiques militaires précises, les armes. Ces plans leur permettent donc d'expérimenter tout en affaiblissant légèrement, en épuisant un peu l'attention et les ressources de leurs adversaires. C'est quelque chose de très complexe. Oui. Oui, mais en gros, vous dites que l'Occident n'est pas aussi faible qu'il en a l'air. Il n'est pas aussi en train de s'effondrer qu'on pourrait le croire. En réalité, il se passe des choses. Une autre chose, ce que je trouve fascinant, c'est bien sûr l'effet que cela a sur les sociétés de notre sphère occidentale. Et vous appelez cela le passage à un contrat social de bunker. Pouvez-vous expliquer un peu ce que vous entendez par là? Can you explain that one a little bit? Yeah, I will. Oui, je le ferai. Donc, si le contrat social normal, ou plutôt l'ancien de l'État moderne occidental, reposait sur le fait que les citoyens ont des droits, mais aussi des devoirs, et que l'État ou le gouvernement en retour offre l'espace, etc., pour la poursuite du bonheur et tout le reste, eh bien, le nouveau contrat social ne parle plus de cela. Il s'agit simplement de pouvoir vivre à l'intérieur du territoire de l'État, mais sans même la possibilité de savoir ce qui est réel. Il faut accepter la réalité de cette nation-État particulière. Et vous êtes davantage une ressource qu'une chose à protéger ou qu'un objectif vers lequel le gouvernement travaille. Oui, nous passons, comme tu l'appelles dans l'essai, du statut de sujet de droit, censé prospérer au sein de l'État, à celui d'objet de sécurité. Nous devons donc désormais faire notre part pour maintenir la sécurité de l'État, au lieu que l'État soit là pour nous permettre de tirer le meilleur parti de ce qui nous entoure.
benefit from what we've got around us. Yeah, that's basically it. It's not. Oui, c'est essentiellement ça. I mean, C'est tellement insidieux, parce que ce n'est plus une question d'avoir une société faisant partie d'un État-nation, une société composée de tous les groupes, comme la classe ouvrière, les capitalistes, ou peu importe comment on les appelle. Ce n'est plus de cela qu'il s'agit. Il s'agit de ces strates dirigeantes transatlantiques qui disent « Nous avons besoin des ressources du territoire appelé État-nation ». Ce territoire aura un rôle spécifique, et la société qui s'y trouve devra être contrôlée et utilisée d'une certaine manière pour éviter de perdre leur statut, qu'ils ont déjà en quelque sorte perdu, d'hégémon, de puissance unipolaire, et pour ne pas le perdre davantage, et peut-être, avec un peu de chance, trouver un moyen de gagner, de bloquer ou de détruire le développement des autres. Oui, c'est une vision très sombre, et elle va en fait de pair avec quelque chose que je constate ici. Il y a au moins 10 ans, tu sais, les discussions dans le monde universitaire sur la sécurité humaine étaient réelles, comme comment créer une forme de sécurité globale centrée sur les personnes, où les gens se sentent réellement en sécurité et prospèrent, et ainsi de suite. Et ça, c'est fini. Ce n'est plus vraiment un sujet de discussion. Aujourd'hui, la sécurité, curieusement, je n'entends plus de débat sur ce qui constitue réellement la sécurité. À quoi ressemblerait un État où l'on pourrait dire « D'accord, très bien, maintenant nous avons atteint la sécurité ». C'est plutôt admis comme un fait que la sécurité signifie combattre la Russie et la Chine en Occident, ce qui est absurde, non? Mais cela semble être l'idée. Et peut-être qu'on en est arrivé là après toute la saga du terrorisme qui a duré 10 ans, non? Il fallait se sentir menacé en permanence par les terroristes. Et maintenant, il faut être menacé par autre chose. Ainsi, créer la sécurité devient un système autonome et auto-entretenu. Oui, et j'ajouterais quelque chose d'autre concernant le monde universitaire. J'ai étudié, pas il y a si longtemps, mais tout de même il y a un certain temps, la géographie, plus précisément l'aménagement urbain et régional. J'ai commencé en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que même à cette époque, il ne s'agissait pas du tout de trouver des solutions aux problèmes sociaux. À travers l'aménagement, on nous enseignait ces cadres, ces enjeux, toutes ces idées et ces concepts historiques. Mais le développement du domaine de l'aménagement, en tant que profession, et ainsi de suite, ne portait plus là-dessus. C'était plutôt comme si, lorsque vous disiez « Oh, je veux vraiment m'attaquer à un problème social, j'en ai identifié un », on vous répondait « Non, là, tu deviens trop normatif ». C'était comme « Ne fais pas ça ». Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Et je pense que même cette évolution dans le milieu universitaire où tout est devenu technocratique et où il ne s'agit plus d'analyser la société ni de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour l'améliorer ou pour le monde, vient de là. Cette idée de développement technocratique vient aussi de Rebecca, car, du moins dans le cas de l'Allemagne, certaines écoles de pensée étaient tout simplement interdites, du moins dans ce contexte précis. Je ne peux pas vous parler des autres pays membres de l'OTAN ou de l'Union européenne, mais en Allemagne, les théories et écoles de pensée critiques ou socialement conscientes, ainsi que les modes d'analyse, étaient totalement marginalisés. En gros, c'était comme si on disait « tu ne peux tout simplement pas faire ça ». Et il est aussi logique que si les gens sortent de tels programmes, ils ne puissent plus vraiment échapper à ce cadre mental. Et si des forces plus larges les poussent, ils disent simplement oui et suivent le mouvement. Et c'est bien là le problème, n'est-ce pas? Nous perdons, à un niveau plus large, sociétal, dans de vastes régions de l'Occident, la capacité d'utiliser différents cadres de pensée, d'adopter une autre approche pour voir la même chose. Et cela, en réalité, est quelque chose qui est loué, n'est-ce pas? Parce que nous avons besoin, et je ne plaisante pas,
les gens utilisent les expressions « une compréhension commune »,« une perception commune de l'ennemi ». Vous savez, il existe des documents stratégiques qui expliquent à quel point il est important que l'OTAN, que tous ses membres, partagent une perception commune de ce qu'est l'ennemi, afin de pouvoir se coordonner, et que cette coordination, cette intégration et cette interopérabilité deviennent des objectifs en soi, des choses considérées comme bonnes et nécessaires à atteindre. Et plus les gens adhèrent à ce cadre, plus nous entrons dans une marche au pas où ces sociétés commencent à se comporter de manière uniforme. Et c'est extrêmement dangereux. Oui, en effet. Sans parler du danger d'escalade provoqué uniquement par les actions extérieures de ces acteurs. Oui. Alors, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore mentionné? Et si c'est le cas, sur quoi travaillez-vous ensuite dans votre analyse? Parce que vous publiez régulièrement ces essais sur votre Substack, qui sont vraiment brillants. Merci. Eh bien, j'aimerais ajouter que même si tout cela semble absolument sombre et que beaucoup de gens risquent de devenir pessimistes à ce sujet, je pense qu'il est important que nous comprenions tous ces mécanismes, que nous les étudions en profondeur. Et pas seulement cela, mais aussi que nous comprenions que si la loi du pouvoir dans les sociétés, en particulier les sociétés occidentales, n'est plus les élections, et si l'État-nation n'est plus le garant du bien social, du bien commun. D'accord. Alors, nous devons, en tant que société, en tant que peuple, trouver un moyen de peut-être travailler de manière transnationale, transatlantique, je ne sais pas trop comment, pour construire des institutions alternatives, je ne sais pas exactement comment. Plus précisément, nous avons toujours parlé de sanctions, d'exclusion, de perte d'appartenance à des sociétés si l'on agit de cette manière. Mais je pense qu'il faut simplement réfléchir à ce qu'il convient de faire. Et cela doit être transatlantique. Cela doit inclure les États-Unis aussi bien que l'Europe. Car si l'on ne fait cela que d'un côté ou dans un seul pays, cela ne fonctionnera pas. J'invite donc chacun à approfondir tous ces sujets. Quant à mon prochain essai, je ne sais pas lequel j'aborderai en premier, car je ne suis pas une planificatrice très stratégique. J'écris à partir de ces thèmes, puis je me dis « Oh, peut-être que je ferai celui qui est le dernier sur ma liste. » Donc, je ne peux pas encore vous dire sur lequel je travaillerai la prochaine fois. D'accord. Alors j'aime bien que ce soit une sorte de mot de la fin. Vous savez, ce dont nous avons besoin, c'est d'une solution transatlantique à un problème transatlantique. On pourrait aussi l'appeler, vous savez, une solution mondiale à un problème transatlantique. Parce que, au fond, ce qui nous relie, ce qui nous met mal à l'aise et ce qui nous pousse à nous exprimer contre cela, c'est bien sûr la perception que ce n'est pas une bonne direction. Cela nous conduit droit à la guerre, à beaucoup de morts et de destruction. Et nous comprenons tous que nous ne voulons pas de cela. Même les gens à l'intérieur, en réalité, au fond d'eux, comprennent qu'ils ne veulent pas de cela. Mais vous savez, une fois qu'on est pris dans la vague, on est pris dans cette fichue vague. Alors, un peu de secours. Les personnes qui veulent vous suivre devraient aller sur Substack. Et vous n'avez pas besoin de décider ce que vous allez faire ensuite. C'est ça, la belle chose avec la liberté. Nous pouvons choisir dans notre liste et nous faire notre propre opinion. Nel Bonilla, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Nel Bonilla, thank you very much for your time today. Merci.